direct avec Louis Alliot, le nouveau sauveur de l'Ukraine, le Zelensky perpignanais, comme on l'appelle désormais, puisqu'il nous a ramené ce dimanche vers les 13h 111 personnes. 110. Ah, vraiment, c'est au fur et à mesure, ça fond. Donc 110 personnes. Qui sait qu'on avait, c'était des femmes, pour l'essentiel des personnes âgées, des enfants? Femmes, enfants et des personnes âgées, et quelques malades. D'accord. Alors, dans la foulée, on est en train de se jumeler avec Tchernograd, c'est ça. On s'était déjà fait. Non, ça a été l'occasion. L'association qui nous a permis de faire cette action humanitaire, en même temps, a dit c'est peut-être l'occasion de se jumeler, donc oui. Après tout... C'était dans les tuyaux, comme on dit. Oui, mais je veux dire, ça a accéléré les choses. Un peu, oui. Voilà. Ça accélère des guerres, ça, les problèmes. Il y a des morts, mais bon. Vu le résultat, ça valait quand même la peine. Qu'est-ce que je veux dire? Alors donc, vous ramenez des réfugiés. Est-ce que vous ne choisissez pas votre grand remplacement? Vous préférez être remplacé par les Ukrainiens parce que vous n'avez pas pris de bus pour la Syrie, par exemple? Non, je n'ai pas pris de bus pour la Syrie, mais c'est pas les mêmes. Alors pas de chez vous, pourquoi? Parce que c'est l'Europe d'abord, ouais. C'est pas loin de chez nous, encore que, et qu'on a un devoir de solidarité avec les Européennes d'abord. Ça c'est ce que j'ai à dire. Et puis ensuite, ce sont des réfugiés de guerre dont le statut pour l'instant est basé sur le temporaire. Et d'ailleurs, quand on discute un peu avec eux, ils ne rêvent que d'une chose, c'est pas de venir s'installer chez nous, mais c'est de repartir chez eux. Donc ce sont vraiment des gens qui fuient la guerre. Et de ce point de vue-là, on doit marquer le coup, y compris, j'allais dire, des municipalités comme la mienne. Alors, dans les épisodes précédents, on vous a connu proche des Russes. Pour des raisons bancaires, mais pas que. Non. En 2016, Marine Le Pen a rencontré M. Naryshkin, qui à l'époque était le président de la Douma, donc de la Chambre. Il est désormais ministre du Renseignement. Il y a une petite scénette très intéressante dans le palais du Kremlin, dans la grande salle Sainte-Catherine, où il arrivait à l'heure où on en est, est-ce qu'on envahit, est-ce qu'on n'envahit pas, il n'était pas tout sûr, mais Vladimir était sûr pour lui, donc c'était ce monsieur Naryshkin, et Marine Le Pen a rencontré. C'était Naryshkin? Ouais. Ah, je regarderai. Si. Ah bon? Allez, il faut faire l'information, il faut faire du renseignement. Et donc, Marine Le Pen a rencontré en 2016 Poutine en vrai, de manière informelle, et plus tard de manière formelle, etc. Alors, est-ce que vous n'avez pas le cœur écartelé? Pas du tout, mais nous on a toujours été pour avoir des actions de dialogue multipolaires. Et on était contre le fait d'isoler la Russie, parce qu'on se disait qu'à force d'isoler la Russie, ça finirait par se retourner comme un boomerang contre nous. Bon, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On a tout fait pour isoler la Russie, quoi qu'on puisse en penser du régime, parce que tout le monde aujourd'hui est axé sur le dictateur Poutine, etc. Mais pendant que... oui, c'est vrai que pendant la crise du Covid, il avait un conseil oui, non, mais pendant qu'on parle... et il prenait les décisions tout seul. Ah non, ça c'est... Mais c'est même pas ça, c'est que pendant qu'on parle du dictateur Poutine, à côté de ça, on entretient les meilleures relations du monde avec l'émir du Qatar, avec la Chine, etc. Donc je veux dire, il faut arrêter avec ça. Voilà. Les gens, on a en face de nous des chefs d'État qui défendent leur intérêt national. Nous, défendre notre intérêt national, c'est de parler avec tout le monde. Et il était de notre intérêt de parler avec la Russie. Il y en a même qui vont au-delà, parce qu'on nous reproche à nous les relations que nous pouvions avoir avec la Russie. Mais je leur rappelle à ceux-là que, à l'heure où on se parle, on leur paye toujours du gaz. Donc, je veux dire, si c'était vraiment des abominables... Oui, surtout les Allemands. Et c'est une question avec laquelle on ne plaisante pas, M. Codeville. Et ensuite, le fait que qui leur a vendu 2 bateaux de guerre, par exemple, c'est quand même pas nous. Oui, parce que on devait leur vendre les fameux... navires. Non, mais pour dire, voilà, on avait des relations, évidemment, avec Vladimir Poutine, comme la France et les dirigeants français, qui travaillaient en Russie, là, il y a encore quelques jours. C'était François Fillon.
C'était pas nous. Qui dirige le Grand Moscou? Parce qu'on oublie les choses. Maurice Leroy, ancien communiste, ancien ministre de Jacques Chirac, etc. Enfin, je veux dire, tous ces gens avaient des relations avec la Russie, et après tout, c'était leur problème. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie, on montre du doigt les uns parce qu'on a des relations, ou on avait des relations avec Poutine, et puis les autres sont blancs comme neige. Non, c'est pas ça les relations internationales, c'est pas ce manichéisme, et on voit bien qu'on tente de manipuler l'opinion en racontant n'importe quoi. Oui, il faut avoir des relations avec la Russie, mais quand la Russie est en dehors des clous, il faut dire oui, la Russie est en dehors des clous, voilà. Mais il faut expliquer pourquoi. Alors, est-ce que c'est pas un battement d'aile en atlantisme déclenche une tempête en Ukraine? Parce que finalement, c'est le rapprochement de l'OTAN qui fait qu'on en est là. En 2007, au sommet de Munich, Vladimir Poutine a dit que ce sera la dernière frontière à ne pas franchir. Et il l'a répété, jusqu'à maintenant. Oui, non, mais je pense que le fait de pointer la menace d'installer les forces de l'OTAN aux portes de la Russie contribue largement à ces choses-là. Mais on ne peut pas non plus, j'allais dire, dédouaner Poutine de sa propre responsabilité dans cette affaire. Ah non. Donc voilà, on joue avec le feu, et quand le feu est mis aux poudres, tout le monde s'émeut, et en disant c'est abominable, il y a la guerre. Oui, il y a la guerre, et en général, malheureusement, ce sont les pauvres gens qui payent l'addition, et on le voit. Il n'y a qu'à voir le million, pour l'instant, de réfugiés qu'il y a sur les routes. C'est pour la plupart des femmes, des enfants, des vieillards, en notant au passage que là, pour le coup, les hommes sont au combat et se battent sur le terrain. Et il n'y en a pas trop dans les réfugiés, quand même. Hein. Je dis ça, voilà, je dis rien, voilà. Alors, quand est-ce que ça s'est décidé de dire on en prend tant, et pourquoi, etc. Début de semaine dernière, il y a eu une proposition de cette association qui s'appelle Catalodon. Oui, Catalodon. Et voilà, on ne les connaissait pas plus que ça. On les avait rencontrés, moi je les avais rencontrés au début du mandat. Mais il fallait avoir des connaissances sur le terrain, parce que donc voilà, le fixeur était l'épouse du chef de cuisine de la Litorine à Banyuls d'ailleurs, et qui était là-bas, et c'est elle qui a, fait la liste et mis les gens dans les bus. Et convoyer, parce qu'il fallait convoyer ces personnes-là de Lviv jusqu'à la frontière, et nous on les a récupérés à la frontière. Alors maintenant qu'on les a ramenés, ils sont dans un gymnase sur des lits de camp. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Non, parce que je me suis dit, c'était pour ça, c'était bien la peine de déranger les gens. Ça, c'est vrai. Mais il faut bien préparer les choses. Il y a une partie administrative où la préfecture est en train de répertorier et de faire les papiers en bonne et due forme. Et puis il y a une partie sociale, et là, ils sont dès ce soir, mis dans des appartements et des familles d'accueil, et je pense que dès demain, il n'y aura plus personne au gymnase. Qu'est-ce que vous comptez en faire, si j'ose dire? Vous allez les nourrir, les loger, les soigner Heureusement, on est quand même bien pourvu en association sociale et humanitaire, donc on est quand même soutenu à la Croix-Rouge, je pense à l'Ordre de Malte, des choses comme ça, et qui font un boulot remarquable. Et nous, évidemment, on a l'infrastructure et on les aide de différentes manières, mais encore une fois, pour l'instant, c'est de l'accueil. La banque alimentaire, ce n'est que subvenir à leurs besoins. On va voir combien de temps ça dure, parce que dans leur esprit, quand même, hein, eux, ils pensent qu'ils sont là pour 15 jours et que dans 3 semaines, ils sont retournés chez eux. Hein. Faut quand même, la psychologie, c'est ça. Hein. Ils pensent vraiment que c'est temporaire. Et c'est pour ça qu'ils suivent, évidemment, au jour le jour, malheureusement, les drames des villages, de leur famille, mais aussi tout ce qu'il peut y avoir à l'international. Vous avez vu que le 10 mars, il y a une importante conférence qui va se faire en Turquie, avec les Turcs, la Russie et les Ukrainiens. Et j'ai lu dans la presse internationale que beaucoup nourrissaient des espoirs que ce soit, curieusement, la Turquie qui ramène un peu de calme dans cette partie du monde. Parce qu'elle y a intérêt pour son économie, la livre turque s'est cassée la gueule, ils sont au bord du gouffre économiquement, et
la Turquie a ce double intérêt d'être Janus, d'être très bien avec les Russes tout en étant dans l'OTAN. Exactement. Il y a une base américaine à Issarlik et aussi. Et il y a même, j'ai lu par un ami grec, il y a même un rapprochement assez curieux, pas curieux, mais. Gréco-turc. Oui, gréco-turc. Et là aussi, il devrait y avoir des avancées dans les dialogues internationaux, ce qui serait quand même quelque chose. À regarder de près. C'est la plaque tournante de la géopolitique entre Asie et puis l'Europe. Plus Constantinople qui marque. Exactement. Plus la négociation des églises orthodoxes locales qui jouent évidemment un rôle dans le. Mais je pense que tout le monde a intérêt que ça s'arrête vite et qu'il faut maintenant arrêter avec un peu les discours, il est fou, on va les mettre à genoux, parce qu'on en a entendu. Je disais ça de vous tant que vous étiez pas mère, je dis non, vous n'allez quand même pas écrire ce type, il est fou, etc. Il a des ogives nucléaires, etc. Non, enfin pas moi, mais apparemment ça se disait. Oui, mais voilà. Il y a une espèce de Poutine local avant d'être élu, mais maintenant, bon, voilà, c'est passé. Tout le monde vous trouve merveilleux. Sans le pétrole, sans le gaz et. Voilà. Alors, ça serait bien que ça s'arrête, ne serait-ce que pour la campagne. La campagne des présidentielles, parce que là on nous a dit, tiens, il a repris, c'est le président Macron, 5 points dans le sondage, il est à 30%. Finalement, pourquoi d'après les sondages, on arrête tout de suite, on prolonge et puis c'est bon, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens pensent que c'est effectivement, malheureusement, un peu les automatismes de ces temps de crise. Ce qu'on peut regarder, c'est quand même qu'il n'aura prospéré que dans les crises, cet homme. Hein. C'est-à-dire qu'il est parti des gilets jaunes pour tomber dans le Covid, et du Covid, il atterrit sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce qui paraît quand même... Oui. Et tout ça, finalement, dans une espèce de théâtre permanent, qui apparemment... des opérations, mais... Qui apparemment a l'air de plaire à un certain nombre de Français. Donc je suis assez d'accord avec les observateurs qui disent, mais on a les élus qu'on mérite, effectivement, et je pense que s'ils veulent à nouveau Macron, ils auront Macron, mais il ne faudra pas se plaindre de la suite. Hein. Oui, voilà. mais on a aussi les médias qu'on mérite. C'est-à-dire que sans la caisse de résonance des médias, si les médias... oui, mais les médias, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, ça veut tout dire. Il y a le service public qui n'est pas public, qui est orienté, hein, même s'il est public par la redevance qu'on paye, ça c'est sûr. Et puis il y a les groupes privés qui tiennent les médias, mais on peut s'apercevoir que la plupart du temps, ils ne parlent que d'une même voix. Donc effectivement, ça c'est très troublant. Les gens vont sur les réseaux sociaux, mais moi j'ai toujours dit que les réseaux sociaux, c'était bien, mais attention, parce qu'il y a du n'importe quoi. Donc c'est vrai que de plus en plus, les gens se recroquevillent sur eux-mêmes, vont chercher l'information où ils peuvent, et on voit bien que là aussi, dans la compréhension des phénomènes, en plus aussi complexes que ceux-là, eh bien, les Français, ils vont à l'autorité. Ils vont à celui qui incarne l'autorité. Il incarne l'autorité pour vous. Il est le président de la République. Ah oui, voilà. Il y a un titre. Oui, d'accord. Il n'a pas l'autorité, pas le métier. Qu'est-ce que je veux dire? C'était très triste pour vous il n'y a pas longtemps, enfin ce week-end en fait. Vous m'aviez présenté Marion Maréchal il y a longtemps. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. À Villeneuve de la Raho. J'étais avec Julien Marion et Nicolas Lebourg et on l'a co-interviewé avec Nicolas Lebourg. Et est-ce qu'elle a trahi Satan pour Zemmour? Pour moi, oui. Oui. Mais ça n'engage que moi. Moi, je pense que... Mais est-ce qu'elle, finalement, elle en avait marre de Satan qui était de gauche et elle a rejoint l'extrême droite? Oui, ça c'est un peu le fond de tableau, ça. Mais tout le monde, effectivement, va croire finalement ça. Non, je pense qu'elle elle va faire sa mue politique. Ouais. Et qu'elle va se retrouver entre la droite de la droite et tout un tas de groupuscules qui sont aujourd'hui autour de Zemmour. Voilà. C'est dommage. Elle aurait pu, je pense, avoir une autre manière de voir les choses. Alors, comme je vous ai sous la main, c'est quoi la différence entre Marine Le Pen et Zemmour?
Voir qu'il y a lui qui a les cheveux blonds et l'autre qui en a moins. Oh non, non, je pense qu'il y a beaucoup de différences. Non, mais c'est bien justement qu'on fasse dans le détail, si je veux dire. Il est un polémiste, moi, à mon goût, et un historien de Vous connaissez bien les deux. Exactement, mais de talent dans la mesure où il a du succès. Je veux dire, quand il est venu à Perpignan, avant les élections municipales, on l'a bien vu, il a rempli le palais des congrès, il n'était pas candidat. Il avait du succès avant. Parce qu'il y a des gens qui le lisent, il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui le regardent. Mais j'ai toujours dit que en politique, ce serait pas le même homme. C'est pas la même histoire quand vous êtes de votre côté de la caméra et de mon côté. C'est plus du tout le même rôle. Et là, aujourd'hui, maintenant, il est dans la politique, et il voit d'ailleurs que c'est plus du tout la même chose, et qu'il est obligé. Il est obligé de tenir compte des principes de réalité. C'est-à-dire qu'il y a 4 jours, il disait pas de réfugiés ukrainiens parce que c'est une question de principe et moi je suis un homme de principe, etc. Hier à son meeting, il a dit mais ces Ukrainiens, si finalement ils veulent venir en France et devenir des Français, il n'y a pas de raison, etc. Oui. Voilà. Bon, il a fait pareil. Il nous a dit. Le discours sur les musulmans. Exactement. Il nous a dit, on peut pas être français et musulman. Et puis maintenant, il nous dit, mais oui, tout à fait, mes frères, etc. Bon, bon, ben voilà. Il est changeant. Finalement, on ressemble beaucoup à Macron et en même temps. Il est changeant. J'ai vu d'ailleurs que Robert Ménard lui avait fait une petite boutade parce qu'il avait fait une petite méchanceté à Ménard. Ouais. Il avait dit. Ménard change souvent, etc. Et j'ai vu que Ménard lui avait rendu l'appareil ce matin en lui disant exactement la même chose. En disant il arrive que Éric aussi change assez facilement d'opinion sur les sujets. Bon voilà, je pense qu'il n'aurait jamais dû aller à cette élection présidentielle. Je pense qu'il divise notre camp par 2. Même si sur beaucoup d'idées ce ne sont pas les mêmes, enfin beaucoup sont les mêmes, et qu'il est l'assurance vie de la réélection de Macron. Voilà. Il l'était avant cette crise ukrainienne, il le reste aujourd'hui, et moi j'espère que les gens qui aujourd'hui ont de la sympathie pour lui doivent tout simplement aller au vote utile. Et le vote utile, si on veut un temps soit peu gêner l'option Macron dans ce second tour, c'est Marine Le Pen. Voilà, c'est comme ça. C'est la seule femme de gauche qui peut gagner. Mais la gauche, elle est dépassée par les événements depuis longtemps, et encore une fois, c'est pas une gauche ou la droite, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays, est-ce qu'on veut qu'il soit indépendant ou qu'il reste indépendant, et puis demain, de quelle Europe on parle. Parce que si c'est l'Europe qui est celle aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, d'ailleurs, à la faveur de ces événements, que ce soit le Covid ou que ce soit la crise ukrainienne, il y en a qui nous disent non, vous voyez, l'Europe, elle n'était pas assez puissante, il faut aller encore plus loin dans l'intégration. On appelle ça en sociologie l'hypersolution. Voilà. L'Union soviétique, il ne marche pas, il en fallait plus. C'est manque de communisme, il faut plus de communisme. Exactement. Et là, c'est exactement la même chose. Et moi, je dis attention, voilà. Je pense que si nous n'étions pas dans le commandement intégré de l'OTAN, nous aurions une autre voie, nous pèserions autrement sur la scène internationale, alors qu'aujourd'hui, petit à petit, entre la faiblesse de notre armée, on le voit bien, nos reculades... Et on a la meilleure d'Europe. Oui, nos reculades en Afrique, au bénéfice des Russes d'ailleurs, ou des Chinois, ou des Américains dans une partie. Quand je vois l'affaire des sous-marins, bon, quand je vois que... Donc l'Australie... Quand on voit que l'Europe achète du matériel essentiellement américain de défense, etc. Ça, c'est d'être dans l'OTAN. Bon, à un moment donné, on se dit, on met tout sur la table, on regarde, et si on veut devenir vraiment indépendant dans une Europe demain qui pèse, eh bien, on reste vraiment indépendant, c'est-à-dire avec une armée, avec une dissuasion à nous, et, je veux dire, une voie un peu plus libre à l'échelle internationale, parce qu'on voit bien aujourd'hui que M. Macron ne fait que raconter ce que M. Biden dit par ailleurs, voilà. Bah, il y a l'affaire Alstom. Quand on entend M. Biden, parce que... Non, il est au golf, il ne faut pas le déranger, là il fait sa sieste. Est-ce que vous êtes pour une sortie de l'OTAN, enfin du commandement intégré, oui. Voilà. D'ailleurs, c'est incroyable que des gens, que des Pécresse et tout, vous disent mais non, c'est pas possible, etc. Alors que pour le coup, on va pas revenir aux grands anciens, ce qu'avait fait le général de Gaulle, il l'avait fait. Ah, sur qui vous avez fait de votre thèse, n'est-ce pas ? Il l'avait fait pour des raisons bien réelles et bien pratiques, et donc, et notamment celle d'avoir une voie un peu libre dans cet espace de protection à l'époque contre le rideau de fer, mais aujourd'hui on devrait avoir la même philosophie. Voilà, on n'est pas contre les Américains et on est encore sous le parapluie entre guillemets de l'OTAN, mais on n'est pas obligé non plus d'endosser
toutes les mauvaises querelles et tous les mauvais combats de l'OTAN. Ça, c'est quelque chose, surtout après ce qui s'est passé, parce que après l'Irak, on devrait être prudent. Hein, moi, je me souviens quand même du Conseil de sécurité, où le ministre de M. Bush nous expliquait, oui, avec des tubes en verre, qu'ils avaient l'arme, etc. Et en fait, tout ça a été du bidon. C'est gravissime, parce que ça porte atteinte. Même depuis les charniers Timisoara, on aurait dû... Non, mais c'est gravissime en soi, parce que maintenant, quand ils nous disent des choses, on n'est pas tenu de le croire, même quand elles sont vraies. Voilà. C'est-à-dire que quand ils nous disaient que la Russie allait attaquer l'Ukraine, d'ailleurs, tout le monde, enfin beaucoup n'y ont pas cru, en disant mais les Américains ils racontent n'importe quoi. Il y a eu un malentendu sur l'orthographe. Voilà. Ils disaient que les troupes russes se massaient, donc on se dit si on les masse, c'est qu'ils sont détendus, donc ils ne vont pas envahir, ça doit être ça. Oui. On va revenir un peu à Perpignan. J'ai eu Corinne Grillier de l'association Welcome qui dit que vous cassez le marché du réfugié en introduisant des Ukrainiens alors que vous absorbez même pas les Afghans et les Africains qu'elle a déjà dans son association. Nous, on n'a absorbé rien du tout. Hein. Je rappelle que chacun doit être dans sa responsabilité. Là, il y a une urgence de guerre. Ensuite, les associations, je ne connais pas, hein, Madame Grillet, je connais l'association, mais c'est sûr que tout ce que l'on peut voir dans les rues de Perpignan, je me demande bien ce que fait l'État, parce que de plus en plus de jeunes mineurs isolés sont tous les jours à la frontière avec Cerbère, ils en rentrent, notamment, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, un média d'Algérie et du Maroc, qui ne sont pas des pays en guerre, hein, en tout cas pour l'instant, et donc le minimum qu'on devrait faire, c'est les renvoyer dans leur pays d'origine à ceux-là, et on ne le fait pas. Mais inversement, on ne les insère pas non plus, parce qu'on ne peut pas les insérer. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de travail. Bon, moi je veux bien faire... Donc on peut prendre des réfugiés quand il y a la guerre, précisément dans l'urgence, ça je suis tout à fait d'accord, mais après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien, et c'est bien le problème que nous avons, y compris à Perpignan, où beaucoup de ces jeunes sont laissés totalement libres de leur mouvement, sans autorité aucune, et ils finissent entre les pattes des mafias ou de quelques marchands de sommeil ou des squats ou je ne sais quoi, et avec des situations aberrantes. Voilà. Alors, vous n'êtes pas le seul à avoir réagi à propos de l'Ukraine, mais aussi la région de Madame Delga. Oui, bien sûrement. Le conseil départemental, d'ailleurs, j'aurai Madame Titter demain en interview, qui a voté 30 000 € pour les Ukrainiens. Alors, comme j'avais écrit dans un article, est-ce que vous savez que personne, ces Ukrainiens ne votent pas ici? Non, mais je plaisante. Est-ce que vous coordonnez, en fait? Est-ce que vous coordonnez entre le conseil départemental? Non, c'est la préfecture qui coordonne. Voilà. Donc, c'est avec la préfecture qu'on travaille, mais le conseil départemental a évidemment un rôle premier à jouer. C'est lui qui a le social. Hein. Et si demain il y a des orphelins, il aura une compétence, une responsabilité particulière. Donc, j'espère bien qu'on va travailler avec eux. Et il n'y a aucune raison qu'on ne travaille pas avec eux. J'ai vu qu'elle a fait un papier un peu assassin sur son Facebook, Madame Fitter, où les communistes sont comme ça, ils sont indécrottables. Non, surtout que c'est triste qu'ils trahissent l'Union soviétique. Et puis des communistes comme ça, hein, qui travaillent avec la social-démocratie, se font élire par eux. Quand on sait ce que Lénine en disait. Oui. Donc ça laisse songeur en tout cas. Donc, une fois la crise passée, est-ce que vous pensez qu'on n'aura pas de vraie élection présidentielle et les législatives? Est-ce que vous reconduisez Madame Pujol, pas la femme de Jean-Marc, mais Catherine. Oui, ben, elle était ma suppléante, donc elle est la candidate sur la 2. On attend un peu de voir comment évolue la situation pour désigner les autres, parce qu'en fait, rien ne presse désormais, curieusement, mais cette élection présidentielle, il reste un mois, elle se passe dans des conditions et derrière, législative, on verra quel sera l'état de l'opinion. Ça ne veut pas dire que même si demain, M. Macron l'emporte, il est un chèque signé d'avance par les Français pour les élections législatives. Hein. Oui, on pourrait avoir une cohabitation. Exactement. Et encore, moi je pense que à cette élection présidentielle, au deuxième tour, il faudra regarder la coalition des anti-Macron, et c'est là qu'on va compter.
Et peut-être que la coalition des Antilles sera supérieure à celle ou à ceux qui veulent sauver la tête de M. Macron. Donc, les jeux sont ouverts, même si la campagne, elle est totalement sous le rouleau compresseur du conflit russo-ukrainien. Et puis c'est comme ça, parce qu'on vit dans un monde où, malheureusement, on n'a quand même que peu de pouvoir sur les médias qui font l'actualité. Hein. Alors, une dernière question. Qu'as-tu fait de ton mandat? Je ne parle pas du vote, mais je pense à Catherine Pujol. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale où il devait y avoir que 60 personnes pour donner l'immunité diplomatique à Julian Assange. Et aucun des députés des Pyrénées-Orientales, même pas Madame Pujol, était présent. Oui, mais aucun des députés des Pyrénées-Orientales, mais des députés de notre groupe, oui. Ah. Parce qu'à l'Assemblée, soit vous êtes les 577, mais quand vous n'avez pas de groupe, et que dans ce groupe des non-inscrits, vous n'êtes que 5, 6, vous ne pouvez pas siéger en permanence à l'Assemblée. Donc elle n'était pas là ce jour-là, mais nous avions un député qui, lui, l'a voté. Donc, je veux dire, l'honneur est sauf, comme dirait l'autre. Bien, Louis Alliot, merci. Vous devez aller à Montpellier voir Robert Ménard, qui est totalement anti-russe, et qui voulait déjà accueillir des réfugiés catalans après les suites du référendum. Donc, on ne vous ennuie pas plus. Au revoir. Merci.